Fait numéro 1. Sous notre peau, nos muqueuses et nos fascias se trouvent non pas une simple ouate de tissu conjonctif, mais un gigantesque réseau routier de microcavités rempli de liquide, l'interstitium. Son ampleur n'a commencé à être réellement perçue que ces dernières années grâce à l'endomicroscopie des tissus vivants. L'histologie classique scellait les échantillons avec un fixateur, les cavités s'effondraient et tout ce système ressemblait à une matrice dense. Dans le corps vivant, cependant, l'interstitium s'étend comme un réseau continu et spongieux sous l'épithélium du tractus digestif, dans les parois des voies urinaires, près des bronches, entre les fibres musculaires et sous le derme. Les fibres de collagène et d'élastine forment des ponts de renforcement entre lesquels circule le liquide, collectant les cellules immunitaires et les molécules inflammatoires et les dirigeant vers les vaisseaux lymphatiques. Ce n'est pas un seul sac, mais un système d'amortissement. Il absorbe les chocs mécaniques lors de la marche, de la toux, de la péristaltique, répartit la pression et atténue les microtraumatismes. Pour les oncologues, la découverte s'est avérée utile, bien qu'inquiétante. L'interstitium sert de voie de contournement rapide aux métastases, permettant aux cellules tumorales de glisser loin du foyer primaire. Pour les cliniciens, c'est une nouvelle source de biomarqueurs. C'est ici que l'on peut prendre des mesures avant que les changements n'atteignent le sang. Il existe également une explication quotidienne de phénomènes familiers. Les réseaux de rides et les œdèmes liés à l'âge n'impliquent pas seulement la peau et les vaisseaux, mais aussi l'éponge de drainage fatiguée de l'interstitium dont la structure s'affaisse. Qualifier l'interstitium de nouvel organe est discutable, et les scientifiques le précisent, mais nous avons au moins obtenu une couche anatomique à grande échelle, auparavant cachée, sans laquelle l'image du corps humain était incomplète. Fait numéro 2. Dans le cortex du cerveau humain, un type spécial de neurones inhibiteurs, absent chez les souris de laboratoire, a été découvert, les neurones rose-hip, parfois appelés cynorhodons en russe, en raison des épaississements caractéristiques des baies aux terminaisons des axones. Ces cellules sont compactes mais finement ramifiées. De courtes dendrites collectent les signaux locaux des couches supérieures du cortex et la couronne axonale dense et tourbillonnante enveloppe les branches distales des neurones pyramidaux comme de la dentelle sur un poignet. Électrophysiologiquement, elles produisent des piqûres d'inhibition courtes et précises, n'étouffant pas une colonne entière, mais fixant le millimètre nécessaire de l'algorithme. D'après les passeports transcriptomiques, il s'agit d'une classe distincte. Les ensembles de gènes et de récepteurs activés diffèrent notablement des sous-types connus de cellules inhibitrices, ce qui a permis de les isoler dans l'ensemble de séquençage d'ARN unicellulaire. Anatomiquement, elles se trouvent davantage dans les couches 2-3 du cortex associatif, là où le cerveau combine des contextes, compare et affine. D'où les hypothèses séduisantes. Ces neurones pourraient être responsables du réglage ultra-fin du traitement du langage humain, des abstractions, des tons émotionnels, de ce qui ne se transporte pas bien de souris à humain. La conclusion pratique est prosaïque et importante. Les modèles de maladies psychoneurologiques créés sur des rongeurs peuvent négliger des mécanismes critiques. Si les cellules rose-hip participent par exemple au contrôle inhibiteur des ondes corticales, un dysfonctionnement de leur travail pourrait apporter une contribution invisible dans les expériences sur les souris, à l'épilepsie, aux troubles du spectre autistique ou à la dépression. La nouvelle cellule n'est pas seulement une branche rare dans l'arbre de la neuroanatomie, mais la clé pour comprendre pourquoi le cerveau humain pense de cette manière. Troisième fait. En 2020, la 4e paire de glandes salivaires a fait la une, cachée là où on l'attend le moins, en haut du nasopharynx, sur le torus tubaire, près de l'ouverture des trompes d'Eustache. Elle a été découverte non pas par un scalpel, mais par la lumière. Les médecins recherchaient des métastases de cancer de la prostate à l'aide d'un TEP-CT et d'un radiotraceur qui s'accumulent fortement dans le tissu salivaire. Sur les images, 2 structures tubulaires symétriques de plusieurs centimètres de long ont soudainement brillé. Une étude anatomique sur des cadavres a confirmé. Il ne s'agit pas d'îlots accidentels, mais de conduits glandulaires continus et richement innervés, plus proches dans leur structure des grandes glandes salivaires que des petites glandes dispersées habituelles de la muqueuse. Leur fonction est de lubrifier et de protéger la paroi postérieure du nasopharynx et les ouvertures des trompes, afin que la déglutition, la respiration et la parole se déroulent sans friction.
Pour la radiothérapie tête et cou, cette découverte s'est avérée d'une importance pratique. Si ces zones tombent sous le faisceau, les patients souffrent plus souvent de sécheresse et de douleurs à la déglutition. C'est pourquoi les radiologues ont commencé à discuter de nouveaux contours de préservation d'organes pour éviter plus soigneusement les glandes tubaires. Cependant, les débats se poursuivent. Certains anatomistes estiment qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle paire, mais d'un grand conglomérat de petites glandes qui a simplement été vu pour la première fois aussi clairement en raison de la spécificité des traceurs PET. Le consensus se forme lentement, mais l'essentiel est clair. La carte du système salivaire humain était incomplète, et le nouveau détail influence déjà la pratique, de la planification de la radiothérapie à l'explication de pourquoi certains patients ont une gorge sèche persistante après un rhume, tandis que d'autres guérissent sans laisser de traces. Quatrième constatation. Il a été récemment découvert que la douleur d'origine mécanique ne prend pas seulement naissance dans les terminaisons nerveuses nues de la peau. Sous l'épiderme, un réseau ultra fin de cellules gliales de Schwann, d'un type particulier, a été découvert. Elles enveloppent les nocicepteurs et sont elles-mêmes sensibles à la déformation, formant ainsi un organe distinct de perception de la douleur. Dans des expériences sur des animaux, l'activation optogénétique de ces cellules provoquait des réactions de protection typiques, comme si la peau était piquée par une aiguille. Et lorsque leur activité était supprimée, le seuil de sensibilité à la douleur augmentait considérablement. Un réseau morphologiquement analogue a été identifié dans la peau humaine et les cliniciens le considèrent de plus en plus comme le chaînon manquant dans l'hyperalgésie et l'allodynie, lorsque même un contact léger brûle comme du papier de verre. L'histoire réécrit le manuel. La glie n'est pas seulement le personnel de service des neurones, mais un capteur et un amplificateur actif. Cela explique pourquoi les inflammations locales et les cicatrices provoquent des douleurs fantômes. Ce n'est pas seulement le câblage des nerfs qui change, mais aussi la sensibilité du réseau glial. La conclusion pratique est simple et encourageante. Les cibles pour le soulagement de la douleur se déplacent vers la périphérie. Si l'on parvient à moduler finement l'activité de ces cellules de Schwann par des médicaments, la lumière, les ultrasons ou l'électricité, il sera possible de soulager la douleur sans assommer tout le cerveau avec des sédatifs et sans risquer la dépendance aux opioïdes. Pour l'instant, c'est une voie de recherche, mais la carte est déjà déployée. Sous la peau de chacun d'entre nous fonctionne notre propre toile de signalisation qui est la première à décider ce qu'il faut considérer comme un contact dangereux. Cinquième fait. Au cours de la dernière décennie, le système d'égout du cerveau a été repensé. Il s'est avéré qu'il possède un système de drainage complet, le système glymphatique, qui fonctionne en tandem avec les vaisseaux lymphatiques de la dure mère récemment cartographiés. Le liquide céphalorachidien ne fait pas que baigner les circonvolutions, mais est pompé le long des artères dans des tunnels périvasculaires, propulsé par la pulsation de la paroi vasculaire et évacue les produits métaboliques de l'espace extracellulaire, les transportant vers les veines et au-delà via les collecteurs lymphatiques méningés vers les ganglions profonds du cou. Le détail clé est le sommeil. En phase de sommeil lent, la neuroglie modifie le réglage des canaux aqueux, les espaces intercellulaires s'élargissent, jusqu'à plusieurs dizaines de pourcents selon les estimations, et le flux s'accélère considérablement. En IRM chez l'homme, on observe des vagues de liquide céphalorachidien qui vont de pair avec les fluctuations corticales. Il en découle des conséquences pratiques. Le lavage nocturne du cerveau n'est pas une métaphore, mais une physiologie, et le manque chronique de sommeil est lié à une accumulation plus élevée de bêta-amyloïdes et à une altération de la clairance des molécules inflammatoires. La posture est également importante. Lors d'expériences sur des animaux, la position latérale améliorait le drainage par rapport à la position couchée sur le dos, un détail actuellement prudemment vérifié chez l'homme. Une autre facette concerne les vasopathies. Les microsaignements et la rigidité artérielle perturbent le pompage périvasculaire, et l'œdème de la dure mère peut comprimer les collecteurs méningés. En fin de compte, nous avons non seulement un schéma curieux, mais aussi une nouvelle cible thérapeutique. Du rythme du sommeil lent et de la synchronisation respiratoire à la stimulation douce de la pulsation vasculaire, tout est considéré comme des moyens d'aider le cerveau à mieux évacuer les déchets. Sixième fait. L'os n'est plus le béton de l'organisme. Dans la couche corticale des os longs, un réseau de vaisseaux transcorticaux a été récemment décrit. Des milliers de microcanaux qui traversent littéralement le tissu compact de la moelle osseuse au périoste.
Sur des moulages de corrosion transparents et des clichés haute résolution, on voit comment une partie de ces tubes est connectée à l'afflux artériel et une partie au reflux veineux. Les cellules et les molécules y circulent continuellement, reliant la cavité fermée du sinus médulaire au réseau vasculaire superficiel. Cela explique deux anciennes énigmes cliniques. Premièrement, pourquoi l'accès intraosseux fonctionne-t-il instantanément lorsqu'on ne trouve pas de veine? Le médicament passe par ces shunts directement dans les vaisseaux principaux. Deuxièmement, pourquoi l'inflammation d'une articulation élève-t-elle si rapidement la fièvre osseuse? Les leucocytes et les cytokines obtiennent une voie directe de la moelle osseuse vers le foyer et retour. De nouvelles pistes sont également apparues pour les rhumatologues et les oncologues. Le remodelage de ces canaux accompagne les arthrites et la guérison des fractures. Et en oncologie, on discute s'ils ne servent pas de voie détournée aux cellules métastatiques. La formulation reste prudente, mais les données s'accumulent. Pour la physiologie du squelette, c'est une révolution. L'os compact n'est pas une paroi inerte, mais un tissu vivant sillonné d'un réseau de métros, où le flux sanguin, le trafic immunitaire et les charges mécaniques se rencontrent littéralement en un seul point. Et pour la pratique, de nouvelles cibles. Des médicaments agissant sur l'endothélium de ces micro-vaisseaux, aux méthodes d'imagerie capables de montrer à l'avance où l'os guérit et où il stagne. Septième fait. Le manuel du génome humain est en cours de réécriture. Au lieu d'un unique étalon, nous avons obtenu une pangénomique, une carte graphique assemblée à partir de dizaines de génomes complets de personnes d'origines diverses. De plus, elle a été assemblée non pas à partir de fragments courts, mais par des lectures longues qui traversent les répétitions et les boucles complexes de l'ADN. Il s'est avéré que l'ancien génome de référence, bien que pratique, était unilatéral. Il capturait mal les insertions et les réorganisations majeures, caractéristiques de certaines populations et rares dans d'autres. La pangénomique a ajouté à l'image environ des centaines de millions de paires de bases manquantes et des milliers de variantes structurelles. Elle a complété les labyrinthes du complexe immunitaire HLA, précisé la copiosité et les interruptions dans la paire de gènes à mémoire SMN1/SMN2 et mis en évidence l'accordéon de répétition dans LPA lié au risque d'athérosclérose. L'essentiel est le format du graphe. Désormais, la norme n'est pas un seul fil, mais un réseau de chemins sur lequel un clinicien peut comparer le génome d'un patient spécifique sans trajectoire eurocentrique imposée. Concrètement, cela change déjà le dépistage. Les variantes rares chez les habitants d'Afrique, d'Océanie ou les peuples autochtones d'Amérique ne se perdent plus dans des angles morts. Et les évaluations de risque personnel, scores de risque polygénique, commencent à fonctionner non seulement pour ceux sur qui le modèle a été entraîné. L'ingénierie a également bénéficié. Les algorithmes d'alignement apprennent à parcourir le graphe, le diagnostic des expansions répétées cesse d'être de la sorcellerie. Il est aussi important de noter l'inverse. La pangénomique ne clôt pas le sujet. C'est un projet vivant dans lequel on continue d'enrichir la bibliothèque avec de nouvelles compilations et d'affiner les régions incertaines. Mais la leçon est déjà apprise. Le génome humain n'est pas un seul livre, mais une archive multilingue, et ce n'est qu'en lisant différents volumes que nous commençons à comprendre pourquoi le même diagnostic se manifeste différemment chez différentes personnes. Fait numéro 8. Des clones silencieux peuvent vivre des années dans votre sang. Des cellules souches hématopoïétiques portant la même mutation somatique qui s'est avérée avantageuse pour elles. Ce phénomène est appelé hémopoïèse clonale de potentiel indéterminé, ou CHIP. Le scénario est simple et insidieux. Une cellule souche de la moelle osseuse subit accidentellement une défaillance dans le régulateur épigénétique, souvent TET2, DNMT3A, ASXL1, parfois JAK2. Ce qui fait que ses descendants se divisent un peu plus vigoureusement que leurs voisins et occupent progressivement une part notable de votre hématopoïèse. La personne se sent en bonne santé, mais la composition de ses monocytes et macrophages est déjà décalée. Ces cellules activent plus fortement les programmes inflammatoires, diffusent davantage de signaux IL-1 bêta et IL-6 et nourrissent plus volontiers la plaque artérielle.
Selon les observations, chez 10 à 20% des personnes de plus de 60 ans, de tels clones peuvent être détectés dans le sang, et leur présence est associée à un risque accru d'infarctus et d'AVC, à une calcification artérielle accélérée, ainsi qu'à des issues incertaines après une chirurgie cardiaque et à l'évolution d'une insuffisance cardiaque. Cependant, le chip n'est pas un cancer. Chez la majorité des porteurs, le clone reste silencieux, et le risque de dégénérescence en leucémie est estimé faible, à quelques fractions de pourcents par an. Le changement pratique a déjà commencé. Les cardiologues et les onco-hématologues tentent d'inclure le séquençage sanguin approfondi dans l'évaluation des risques, et l'accent thérapeutique se déplace vers le contrôle de l'écho-inflammatoire des clones, depuis le ciblage de la voie IL-1β jusqu'à l'application prudente d'anciens schémas anti-inflammatoires. Une autre facette concerne la prévention. La fumée de tabac et l'inflammation chronique semblent favoriser la sélection de ces clones, tandis que le contrôle des facteurs de risque et un bon sommeil, au contraire, leur enlèvent leurs avantages. Autrement dit, le vieillissement recèle un microdrame génétique, et nous commençons à peine à le déchiffrer. 9e fait. Les scientifiques ont littéralement vu en nous des traces de civilisation. On retrouve désormais de manière fiable du microplastique et même du nanoplastique dans les tissus humains. D'abord dans le placenta et le sang du cordon ombilical, puis dans des échantillons de tissus pulmonaires, de ganglions lymphatiques et plus tard dans le sang circulant des adultes et dans les plaques d'athérome des artères carotides. Ce ne sont pas des suppositions ni de la poussière sur un filtre. Les particules sont capturées par leur empreinte chimique de polymère, pyrolyse chromatographie gazeuse spectrométrie de masse, et par leur spectre optique, micro-Raman, microscopie IR, leur taille, dizaines de microns et moins, et leur forme, fragments, fibres, sont enregistrées. Comment y parviennent-elles? Deux voies principales, l'air et l'alimentation. Les fibres aéroportées se déposent sur les muqueuses et pénètrent profondément dans les alvéoles. Les fragments proviennent de l'eau, des fruits de mer, du sel et migrent à travers la barrière intestinale, parfois sous le couvert d'une couronne protéique à laquelle les patrouilles immunitaires s'attachent moins. À l'intérieur du corps, le plastique se comporte comme un corps étranger irritant. Les macrophages l'engloutissent mais ne le digèrent pas, une inflammation de bas grade se déclenche autour et les voies du stress oxydatif sont activées. D'où les associations prudentes mais inquiétantes. Plus il y a de particules, plus les plaques instables et la micro-inflammation thrombotique sont fréquemment détectées. Chez les femmes enceintes, les découvertes dans le placenta sont discutées comme un facteur potentiel de troubles métaboliques. Il est important de comprendre les limites. La relation de cause à effet direct pour la plupart des effets est encore en cours de démonstration, et les méthodes sont en cours de normalisation pour exclure la contamination de laboratoire. Mais le fait même a déjà changé la perspective. L'être humain s'est avéré perméable à la poussière synthétique et la toxicologie du XXIe siècle ne se contente plus de regarder les molécules, mais aussi les petits corps des matériaux, leur taille, leur charge, leur forme. Les conclusions pratiques en découlent immédiatement. Des filtres dans les systèmes de ventilation et de traitement de l'eau, à la révision des emballages en contact avec les aliments et des réglementations des industries générant de la poussière. 10e fait. Le vieillissement présente des exceptions, que les neurobiologistes commencent tout juste à décortiquer. Les super âgés, des personnes de plus de 80 ans dont la mémoire rivalise avec celle de personnes bien plus jeunes, ne sont pas simplement des porteurs chanceux de gènes, mais possèdent une architecture et une pureté de leurs circuits corticaux. Dans des études comparatives, leur cortex est plus épais dans l'insula et le cortex singulaire antérieur, les connexions au sein du réseau attentionnel sont plus solides et les circuits fronto-temporaux, qui maîtrisent les stimuli distracteurs, sont plus performants. Le plus frappant réside dans la microscopie. Dans le cortex entorhinal, essentiel à la mémorisation des souvenirs épisodiques, les super âgés présentent des neurones pyramidaux volumineux et sains dans la couche I, avec une charge pathologique tau moindre et des arbres dendritiques, les épines où se logent les synapses, mieux préservés. Il ne s'agit pas d'immortalité. Chez eux aussi, une restructuration liée à l'âge se produit, mais leurs réserves initiales sont plus importantes et les déchets protéiques s'accumulent plus lentement. Le tableau comportemental correspond à l'anatomie. Les super âgés changent plus rapidement d'attention, perdent moins le fil de la conversation et retiennent les détails avec plus de précision.
Quelle est l'origine de cet avantage? La mosaïque est composée de facteurs génétiques, de la santé vasculaire, d'une charge cognitive prolongée et, comme le montrent les études d'imagerie, d'une architecture du sommeil stable avec de généreuses ondes lentes alimentant le cycle de nettoyage nocturne du cerveau. L'intérêt pratique n'est pas que tout le monde peut le faire, mais que le cerveau humain est potentiellement capable de vieillir de manière asymétrique, ouvrant ainsi une fenêtre pour des interventions. Entraînement de l'attention, cardiologie prudente, lutte contre l'inflammation, gestion de la privation de sommeil. Les super âgés sont devenus des cartes au trésor vivantes. En suivant leurs traces, la neuroscience recherche désormais des moyens concrets et mesurables pour renforcer les ponts de la mémoire, plutôt que de simplement déplorer ceux qui sont détruits.